votre podcast innovation et vie technique au sein de l'armée de terre, proposé par le commandement du combat futur, aka CCF. Allez, foin d'artifice et sans détonner, nous allons mettre en ligne de mire 1, 2, voire 3 métiers, excusez du peu, exercés par Benoît, expérimentateur à Eli, responsable de l'atelier pyrotechnique et de la soute à munitions, le tout à la section technique de l'armée de terre. Benoît, bonjour. Bonjour mon lieutenant. Alors, déjà pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre parcours au sein de l'armée de terre? Ok, je me présente, je m'appelle Benoît, donc je suis à la section technique de l'armée de terre, expérimentateur armes légères d'infanterie. À Eli, c'est donc ça. Voilà. À Eli, c'est donc ça. Je suis également responsable de la soute à munitions et voilà, et puis responsable aussi de l'atelier pyrotechnique. Et alors mon parcours, c'est je suis arrivé donc dans un SIMU, donc dans un dépôt de munitions à l'origine. Et j'ai fait ça pendant à peu près 6 ans. Mais vous aviez fait quoi comme étude? Eh ben, j'avais fait un BTS électrotechnique, rien à voir. Rien à voir, mais en fait, voilà, donc en fait, c'était sur concours et j'ai passé ce concours. J'ai été reçu. J'ai été à Bourges pour les études de pyrotechnicien et après j'ai pu rentrer dans un SIMU, dans un dépôt de munitions. Et alors, comment vous êtes passé de ce fameux SIMU à la section technique? Alors, par le réseau avant tout, parce que j'avais des collègues qui étaient à la section technique de l'armée de terre, qui faisaient déjà expérimentateurs. Et on s'est connus justement à Bourges. Et moi qui étais passionné de tir sportif, de rechargement de munitions, alors j'ai pas tout de suite accepté parce que j'étais dans ma petite campagne, j'étais bien. Mais au final j'ai accepté parce que c'était un métier qui paraissait passionnant et je regrette pas du tout aujourd'hui. Donc voilà comment je me suis retrouvé à la STAT. Alors le domaine de l'armement léger, ça va de d'où à où? De tout à tout. Ça va justement de l'arme aux équipements, aux accessoires. Donc la sangle, ça peut être une sangle, un optique, un pointeur laser, une lampe, même tout ce qu'on appelle l'unité collective. Enfin, c'est tout ce qu'on appelle l'unité collective. Hein, c'est même la valise. De transport. En fait, ça va de tout à tout. Je pense que c'est bien résumé pour l'armement. Et le travail d'un expérimentateur d'armes légères, c'est du technique, c'est de la log, c'est du règlement? Alors c'est surtout du technique, parce qu'en fait nous, en tant qu'expérimentateur, on va donner un avis technique sur un produit, n'importe lequel, hein, mais on va dire, on va lister tous ces avantages, ces inconvénients, et après nous, avec notre travail technique, les officiers de programme donneront leur avis et puis diront ok, bon, on prendra celui-là plutôt que celui-là. Voilà. Après il y a aussi nous, et un truc qu'on n'a pas, c'est que le prix nous n'entre jamais en jeu. On teste le produit, techniquement il est parfait par exemple, s'il coûte beaucoup trop cher, nous on voit pas ce truc là, ça nous appartient pas. Alors est-ce que vous pouvez nous lister un petit peu le nom des armements que vous utilisez? Alors l'armement qu'on utilise, l'armement de l'armée régulière, hein, donc on a le PSA, le Glock 17 Gen 5, on a donc le HK416, donc HK416F standard et court, parce qu'on a 2 versions. Le SCAR HPR, donc tireur de précision. On a aussi le PGM, le FRF-12-7, donc en calibre 12-7, qui est là pour les tireurs d'élite. Là, on va taper un peu plus loin. Mais voilà, on utilise vraiment tout cet armement à la section technique de l'armée de terre. Vous me parliez aussi tout à l'heure d'accessoires. Qu'est-ce que vous allez vérifier sur les accessoires? Alors vérifier, en fait on va tester les accessoires, par exemple ça peut être une vision nocturne, une vision thermique, toujours sur l'armement, hein, on est toujours sur l'armement, mais on peut avoir un pointeur laser, un télémètre, une lampe torche par exemple sous le Glock. Donc voilà, tous les accessoires, on peut avoir une sangle, C'est dans des conditions d'utilisation réalistes? Oui, bien sûr. À chaque fois, c'est toujours réaliste. En fait, on nous demande de tester les produits parce qu'il y a une demande derrière tout ça. Vous avez un banc d'essai particulier, un stand de tir? Alors oui, on a ici à Satori, on a une gaine de 200 mètres
donc en infrastructure. Et si on veut aller un peu plus loin, on a à Mourmelon un pas de tir où on peut aller jusqu'à 1500 mètres. Voilà. Alors, comment se déroule concrètement une campagne d'expérimentation? Alors une campagne d'expérimentation, ça peut être la DGA qui demande en fait à la STAD de faire des essais opérationnels, parce que c'est ça la STAD comparé à la DGA. La DGA c'est toujours un organisme d'expérimentation, au même titre que la STAD. Par contre, eux, ce sera plus sur le plan technique. Nous, c'est technique opérationnelle. Donc on va tirer avec l'arme, on va bouger avec l'arme, on va faire du tir de combat, on va tester tout autour de l'arme. Et en fait, la campagne d'expérimentation, comment elle se crée, c'est la DGA qui demande, qui ouvre un marché. On a des candidats, nous on doit les tester, on doit tester leur tenue mécanique, on doit tout tester, que ce soit sur l'armement ou sur l'accessoire. Et c'est ce qu'on appelle les exigences. On a des exigences qui sont données par la DGA et nous en fait on met en lumière les défauts ou les qualités de l'armement. Si par exemple ça n'a pas tenu, on le dit, à tant de cartouches ça n'a pas tenu, voilà. On peut tout dire. Justement sur ces tests, là vous semblez me parler de la fiabilité. Comment on vérifie la fiabilité d'une arme? La fiabilité d'une arme, on va tirer avec, on va regarder s'il n'y a rien qui se désolidarise, par exemple des goupilles qui pourraient s'échapper, le garde-main, je ne sais pas, à l'avant qui pourrait aussi s'échapper, le canon, est-ce qu'il tient, je sais pas, je dis 25 000 coups, est-ce qu'il tient les 25 000 coups, est-ce qu'il a toujours une précision relative après les 25 000 coups. Donc on va tout tester sur l'arme, hein, on va tirer beaucoup de cartouches. Beaucoup de cartouches. Combien de temps il faut pour tirer 25 000 coups comme ça? 25 000 coups, ça dépend. On peut mettre 2 semaines et on tire et puis on s'arrête à chaque fois. Par exemple, tous les 1000 coups, on va s'arrêter. On va regarder l'état de l'arme. Est-ce que, par exemple, le piston est toujours bon? Est-ce que les ressorts sont pas trop détendus, on va dire? Donc voilà, on va tout regarder sur l'arme pendant les expérimentations. Vous faites aussi des essais dans des conditions, on va dire, extrêmes. Je ne dis pas sous l'eau, mais presque. Alors, nous, ce qu'on peut faire ici, c'est des essais de température et d'humidité. On a une enceinte climatique qui nous permet de mettre les armes donc de moins 52 degrés, je sais plus exactement, hein, mais, ou de moins 32 degrés jusqu'à plus 52 degrés. Et on va tester, en fait, on va mettre le chargeur avec les cartouches à l'intérieur. On va voir si l'arme fonctionne très bien. Est-ce que la sangle, est-ce que par exemple, si avec le gel, est-ce qu'elle devient toute dure? Je sais pas, j'ai des bêtises, mais en fait, on a la capacité de faire les essais de température et d'humidité. Parce que l'humidité aussi, c'est un ennemi pour l'arme. Je pense surtout au brouillard salin, par exemple, qui lui, en fait, va oxyder le canon à vitesse grand V. Donc voilà, on peut tout tester ici à la STAD. Et pour tester la précision? Précision, on se met derrière l'arme et puis on tire. On prend plusieurs tireurs, qu'on ait un bel échantillon pour pas qu'il y ait juste un seul tireur et puis on dise ok c'est bon. Mais en fait non, on prend beaucoup de tireurs et puis on regarde si la précision est toujours bonne avec tous les tireurs. Normalement il n'y a pas de problème, ça se passe super bien. Voilà. Alors, est-ce que dans ces nouvelles périodes de guerre de haute intensité, est-ce qu'il ne compte pas aussi, c'est que le matériel soit facilement adaptable à des nouvelles réalités? Alors, adaptable à des nouvelles réalités, oui. Lutte anti-drone, je pense. Lutte anti-drone, oui. Alors, en fait, on est en train de voir, d'expérimenter des nouvelles cartouches qui pourraient convenir à la lutte anti-drone, en tout cas. Donc, que ce soit en calibre 12 ou en calibre plus standard comme la 5,56 ou la 7,62. Et donc des industriels nous proposent des produits. Alors ça vient tout juste de sortir. Pour l'instant, ça fait partiellement ses preuves. On essaye d'expérimenter. On verra par la suite. Mais voilà, donc c'est un gros sujet en ce moment, la lutte anti-drone. Donc que ce soit en calibre 12 ou en calibre 5,56 ou 7,62. Le calibre 12, en fait, le souci, c'est que est-ce qu'on dote le fantassin d'une nouvelle arme en plus du HK, en plus du Glock, ou est-ce que justement, l'avantage de la cartouche 5,56, c'est que il a son chargeur anti-drone. Donc voilà, c'est plein de questions qu'on se pose. C'est toujours de la très courte portée. C'est vraiment on va dire le combat final contre le drone.
Parce que le drone, le temps de le voir, de l'entendre surtout, on l'entend, on essaie de le voir, on le voit et en général même 80 mètres, on commence déjà pas beaucoup le voir. Quand il se rapproche sur nous, c'est là qu'on doit pointer et c'est très très court comme temps. Voilà. Très très court. Alors, une autre corde à votre arc, c'est l'atelier pyrotechnique. Qu'est-ce que vous y faites? C'est du pétard, c'est de l'artifice, c'est de la cartouche? Pas du tout. Alors, c'est que de la cartouche. C'est que de la cartouche. Nous, en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est de mesurer les cartouches. Donc dans tout leur ensemble, hein, que ce soit concentricité, volume d'étui, volume de poudre, masse de poudre, l'effort d'arrachement, on peut absolument tout tester dans l'atelier pyro. Et il nous arrive aussi de concevoir des cartouches. Alors les concevoir, c'est-à-dire que vous pouvez changer aussi bien le grammage en poudre que l'étui. L'étui, on peut changer, on peut usiner l'étui, on peut faire tout ce qu'on veut sur la cartouche. Et parfois, ça peut être même des régiments qui vous demandent? Oui, ça peut être des régiments qui le demandent. Alors, c'est des demandes très particulières. Voilà, je m'arrêterai ici. C'est très bien, mais voilà. Alors, être responsable de ce genre d'atelier ou encore d'une soute, je pense que j'imagine que c'est un métier de contrainte. Quelles sont-elles? La sécurité, avant tout, la sécurité pyrotechnique. Alors c'est d'ailleurs notre formation de base, hein. À Bourges, c'est très très orienté sécurité pyrotechnique. Donc on va apprendre déjà le texte de loi qui régit toute la sécurité pyro. Et en fait, on nous forme à rédiger des études de sécurité. Donc on connaît les principaux dangers, donc la surpression, les projections d'éclat, l'effet thermique. Et on nous apprend à les calculer, à faire des zones de danger qu'on appelle, donc des rayons de danger. Et en fait, on va délimiter des zones par rapport, par exemple, à l'atelier pyrotechnique. Si je fais une cartouche, j'ai quoi comme rayon? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que je peux avoir des projections de laiton sur moi si la cartouche vient à exploser? Donc voilà, en fait, on va prendre tout en considération dans l'étude de sécurité pyro, et c'est à ça que ça sert. Et dans tous les cas, nous, on connaît le risque. Alors en cartoucherie, il y a vraiment très très peu de risques, mais sur des matériaux un peu plus sensibles, comme des détonateurs, des explosifs primaires en tout cas, secondaires c'est un peu moins sensible, mais en tout cas, on met tout en œuvre pour ne pas avoir d'accident. Voilà, c'est la sécurité pyrotechnique. Alors, autre questionnement, c'est la conservation. Oui. Est-ce qu'il y a des dates de péremption sur certaines munitions? Oui, alors en général, une cartouche sera valable 10 ans de mémoire. J'ai peut-être une connerie, mais en fait, on a le SIMU toujours qui nous dit ok, donc ce lot il est en limite, en date limite de péremption, et on doit le reverser ou non. Voilà. Parce qu'ils peuvent aussi prolonger cette durée, hein. Donc c'est pour ça que c'est un peu vague les durées de vie des cartouches en tout cas, pour mon domaine, parce que tout le reste je connais pas forcément. Mais voilà, en général 10 ans c'est la durée de vie de la cartouche, et on prolonge petit à petit. Alors, nouveauté maintenant, est-ce qu'il existe aussi une dimension écologique autour de la munition? Il y a peut-être des matériaux qui ne sont plus utilisés? Alors oui, alors pas forcément à l'armée, je dirais. C'est peut-être plus pour les chasseurs qui eux tiraient beaucoup de plomb, et là on passe à des matériaux, des alliages, du tungstène, de l'étain. En fait, c'est pour éviter de polluer les cours d'eau en plomb. Mais voilà. En fait, à l'armée, on a toujours des projectiles chemisés, donc on a toujours des chemises autour du plomb, hein, mais on tire toujours du plomb. Dans tous les cas, on n'est toujours pas passé aux projectiles monolithiques, sauf pour certains calibres. Mais voilà, on tire toujours de la chemisée. Alors pour vous, quels sont aujourd'hui les principaux axes d'évolution de l'armement léger d'infanterie? Qu'est-ce que vous voyez dans la réalité? Alors dans la réalité, à court terme en tout cas, je pense pas qu'il y ait grand chose, parce que je veux dire,
On a renouvelé très récemment tout l'armement. Donc on a le Glock, c'est 2019 de mémoire. Hein. Le HK416, c'est 2016. Le Scar, c'est juste un petit peu après. Mais on reste dans ces années-là. Hein. On est juste en dessous de 2020. On est encore très très proche. On n'est pas prêt encore de changer l'armement, en tout cas. De changer toute la trame APC. Alors quels gains sont recherchés, vous le sentez, par les unités ou par l'armée de terre en général en priorité? Est-ce que les gens veulent quelque chose de plus précis, de plus létal, de plus ergonomique? Ben justement, ils veulent tout en même temps. Voilà, ça c'est. Mais oui, dans tous les cas, on cherche toujours la bonne combinaison de tous ces facteurs. Nous, la létalité, on ne va pas le faire, en tout cas ici. On fait juste la précision, la fiabilité du matériel. Et voilà, on ne s'occupe pas de cette létalité. Et est-ce que vous avez constaté que les armements légers d'infanterie étaient de plus en plus faciles à prendre en main? Oui, bien sûr. Bah, quand on compare un FAMAS à un HK416, c'est bien plus facile à démonter déjà. On est sur une plateforme AR-15. C'est bien plus simple. Alors certains diront que le HK416 est un peu moins équilibré que le FAMAS, et je suis entièrement d'accord, mais en fait c'est une évolution qui était pour moi nécessaire, parce que le FAMAS, on n'avait pas cette modularité qu'on a avec cet AR-15, enfin ce HK416. Là on peut absolument tout mettre dessus. On peut potentiellement plus facilement changer les crosses, le lever d'armement, on peut tout changer sur le HK, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire sur le FAMAS. Voilà. Et pour finir, comment imaginez-vous l'arme individuelle du fantassin, allez, dans 15, 20 ans? 15-20 ans, alors, à titre personnel, ce que je vois en tout cas, c'est on va peut-être s'orienter sur un changement de calibre. On va peut-être plus être sur la 5,56. On voit les États-Unis qui commencent à vouloir changer. Donc je pense que, comme les États-Unis sont un peu précurseurs dans tout le domaine de l'armement, on va peut-être s'orienter vers un changement de calibre dans les années qui viennent. Mais lequel? Ce sera des calibres plus en fait qui seront plus performants balistiquement. Donc je pense surtout à des 6,5. Et c'est quoi un calibre plus performant balistiquement? Alors plus performant balistiquement, en fait, on a une 5,56 qui est, je vais faire le comparatif, hein, mais on a une 5,56 qui est très légère, qui va très très vite. Donc on perce des gilets, donc c'est un calibre qui est très polyvalent, qui recule pas, mais en fait on se rend compte que à passer sur des calibres type 6,5, on a toujours le même recul, on a des projectiles plus lourds, donc plus d'énergie. On peut avoir toujours des projectiles perforants. Alors potentiellement on pourrait mettre peut-être des produits intérieurs, mais type explo, mais je pense pas, c'est peut-être pas le but. Mais en fait moi je pense que le 5,56 va peut-être être remplacé, peut-être déjà sur les unités spécialisées, et pour la régulière, peut-être, voilà. D'autres perspectives? D'autres perspectives? Est-ce qu'on va aussi vers des armements avec 80 cartouches en chargeur camembert? Enfin, ouais, c'est quoi la vie? Ouais, alors ça non, en fait, l'utilisateur, il voudra toujours des choses beaucoup plus légères tout le temps, parce que lui, il doit bouger, hein, il doit faire des kilomètres. C'est pour ça que nous, on le prend toujours en compte aussi, hein, même si on n'est pas comme eux, on bouge pas autant qu'eux, mais voilà, le poids du matériel, c'est quelque chose. Même s'ils gagnent 200 grammes, ils sont contents. Donc voilà, non, des chargeurs à 50, non, on va pas aller là-dessus. Je pense pas. En plus déjà la dimension des chargeurs, c'est déjà assez costaud déjà. Donc même un chargeur à 30, voilà, on est déjà bien. Donc non, pas de dans le futur, je pense pas qu'on gagne vraiment en capacité de chargeur. On verra, peut-être, je me trompe. Merci Benoît, responsable de l'atelier pyrotechnique de la STAD, de nous avoir fait découvrir ces métiers de l'ombre et du détail qui permettent à nos soldats en tout temps et tout lieu d'utiliser leur armement selon nos normes d'engagement.
Il est temps de se désamorcer. Éteignons la mèche, retour au stand. On est bien combustionné après cet entretien roboratif et sans déflagration. Devenons fumés. Nous ne reviendrons que plus chargés de bonnes intentions dans le prochain podcast Combat Futur. Bonjour chez vous.